Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Le président chinois évoque la réforme de l'armée en insistant sur le concept de guerre gagnée. Espoir de paix en Afghanistan. La deuxième série de pourparlers aura lieu dans moins d'une semaine. Face à la dangerosité de la mer Méditerranée, Médecins sans frontières suspend une opération de sauvetage de migrants. Enquête en Allemagne sur les agressions de la Saint-Sylvestre, 19 migrants et demandeurs d'asile ont été arrêtés. Enfin, nous nous rendrons au salon de l'auto de Détroit aux États-Unis. Les véhicules électriques font bonne figure. Nous ouvrons ce journal avec la réforme de l'armée chinoise. Le président chinois Xi Jinping a appelé à la réorganisation des organes de la Commission centrale militaire pour placer le concept de guerre gagnée au centre de leurs nouvelles tâches. Xi Jinping, qui est aussi secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission centrale militaire, a fait ces remarques lundi durant sa rencontre avec les nouveaux chefs des 15 organes en question, comprenant le département conjoint de l'état-major, une commission d'inspection de la discipline et un bureau d'audit. Le président chinois affirme que les organes de la commission doivent se concentrer sur les affaires militaires, les guerres et comment remporter les batailles et renforcer sa prise de conscience dans la préparation des guerres. Il a aussi appelé les différents organes à s'adapter aux changements apportés au système de commandement opérationnel et à construire un système de commandement intégré et effectif. La dernière restructuration de l'armée chinoise a réorganisé les 15 organes de la Commission centrale militaire à partir des 4 quartiers généraux qui existaient auparavant. Et c'est la première fois que la commission d'inspection de la discipline a été établie pour évoquer la lutte contre la corruption au sein de l'armée populaire de libération. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a confirmé que 4 représentants aux négociations à 6 sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne vont se rencontrer cette semaine. Le sud-coréen Wang Jung-kook va rencontrer ses homologues américains et japonais mercredi à Séoul. Monsieur Wang sera à Beijing le lendemain pour rencontrer le représentant spécial de la Chine, Wu Dawei. La RPDC, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la Russie et les États-Unis ont débuté les négociations à 6 sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne en 2003. Les discussions ont été suspendues après que Pyongyang a effectué des essais nucléaires en 2006 et en 2009. Les Nord-Coréens ont quitté la table des négociations en 2008. Après les essais nucléaires de la RPDC, la Chine a mobilisé plus de 500 personnes pour effectuer des relevés de radiation le long de la frontière. Rien d'anormal n'a été détecté jusqu'à présent. À 2 heures de route de la ville de Changbaishan se trouve la frontière avec la RPDC. Des prélèvements ont lieu ici. Le long de la frontière de 1700 km, nous avons déployé 36 stations fixes et 14 mobiles. Plus de 500 personnes sont impliquées dans cette tâche et dans les laboratoires. Les stations mobiles transmettent les chiffres en temps réel. Le personnel nous a parlé de leurs recherches. Ils cherchent du tritium, une forme radioactive de l'hydrogène, ingrédient vital de la bombache. Vous pouvez voir ici 6 petites bouteilles dans cet engin. C'est un système d'échantillonnage pour le tritium gazeux et le tritium liquide. Ce système est utilisé spécialement pour surveiller l'impact des essais nucléaires de la bombe à hydrogène. Notre système sera très utile pour détecter le tritium. Et dans cette station, les inspecteurs cherchent une autre substance radioactive trouvée souvent après des essais nucléaires. L'iode 131 est le signe d'une réaction nucléaire. En surveillant son taux, nous pouvons vérifier si la qualité de l'air a été affectée par ce polluant, car il peut voyager dans l'air. Des échantillons d'eau et de terre ont été prélevés pour surveiller le taux de radiation. La bonne nouvelle est que les autorités chinoises ont déjà écarté la thèse d'une radiation de masse. Toutefois,
Elle continue de surveiller la zone à la recherche de faibles doses de radiation. En Asie toujours, le ministère afghan des Affaires étrangères fait savoir que la deuxième série de pourparlers de paix à 4 aura lieu le 18 janvier à Kaboul. La commission de coordination quadrilatérale dont fait partie l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et la Chine devrait discuter d'une feuille de route permettant la progression du processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Lundi, deux hauts responsables de cette même commission s'étaient réunis pour une première série de pourparlers dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Ils avaient comme ambition de préparer le terrain aux négociations de paix. Ils souhaitaient alors persuader les talibans de participer à la rencontre et les convaincre de renoncer à la violence. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que la Chine allait travailler à créer des conditions favorables en Afghanistan pour favoriser l'avancement du processus de paix dans le pays. La Chine a toujours soutenu un processus de paix en Afghanistan dirigé par les Afghans appartenant aux Afghans. Et la Chine est disposée à travailler avec toutes les parties impliquées pour créer des conditions favorables pour faire progresser les pourparlers de paix en Afghanistan en se basant sur le respect de la souveraineté de l'Afghanistan et la volonté des parties. Médecins sans frontières a suspendu une opération de sauvetage de migrants venant d'Afrique en mer Méditerranée. L'organisation déclare avoir sauvé quelques 20 000 personnes au cours de ces derniers mois. Mais en hiver, la mer est bien trop dangereuse pour poursuivre les opérations. Le périple est de plus en plus risqué alors que l'hiver s'intensifie. Médecins sans frontières a mené des opérations cruciales de recherche et de sauvetage pour éviter la noyade à de nombreuses personnes quand leur embarcation de fortune a chaviré. Mais en raison du déchaînement des mers, ils ont dû interrompre leur mission sur le trajet Libye-Italie qui a été celui emprunté par les migrants africains pour atteindre les côtes de l'Union européenne. Nous avons vu trop de gens mourir en tentant de franchir la Méditerranée depuis la Libye, pour tenter en général de gagner l'Europe. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de plutôt inhabituel pour MSF, d'entamer des opérations de recherche et de sauvetage. Désormais, nous sommes arrivés en fin d'année avec cette période hivernale et ces conditions météo, vous avez moins de gens qui effectuent la traversée. L'opération a débuté en mai 2015 et permis de sauver près de 20 000 personnes. De nombreux réfugiés et migrants empruntent désormais une route plus sûre des côtes turques vers les îles grecques, où le franchissement n'est que de quelques kilomètres. MSF insiste que fournir des canaux légaux de migration vers l'Europe est la seule manière d'éviter toutes ces vies perdues en mer. L'agence frontalière européenne Frontex est désormais la seule responsable pour la coordination des opérations de sauvetage en Méditerranée, grâce au recours aux capacités navales des États membres de l'Union européenne. Un travail salué par les organisations d'aide qui indiquent que le support financier doit se poursuivre. Il est vital que ces ressources ne décroissent pas et aussi qu'une solution sur le long terme soit trouvée en se posant les bonnes questions. Nous devons établir une procédure améliorée dans la gestion de ceux qui arrivent, de même qu'en établissant leur vulnérabilité s'il s'agit de femmes ou d'enfants. Ceux qui sont confrontés à la violence, autant d'éléments devant être mis en place. Il ne faut pas oublier les inquiétudes sécuritaires croissantes. Plus de 3 700 personnes sont mortes en tentant de franchir la mer vers l'Europe en 2015. Et quand l'hiver touchera à sa fin, le flux de personnes devrait croître de nouveau et la pression sera sur les gouvernements européens afin de garantir que moins de personnes se noient dans les eaux en 2016. En Europe, les autorités allemandes ont annoncé qu'au moins 19 personnes faisaient l'objet d'une enquête relative aux agressions perpétrées à Cologne lors de la Saint-Sylvestre. D'après les responsables, la majorité des suspects sont récemment arrivés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 plaintes qui ont été déposées auprès de la police de Cologne. Toutes sont liées aux événements ayant eu lieu le 31 décembre à proximité de la principale cathédrale de la ville. La moitié de ces plaintes portent sur des agressions sexuelles et 2 d'entre elles ont été déposées pour viol. Il s'agit d'un incident qui bouleverse tout ministre de l'Intérieur. J'ai beaucoup pensé à ces femmes sans protection qui ont été salies à la merci de ces bandes d'hommes. Cela m'a choqué et indigné. Ralph Jäger déclare que 19 personnes font l'objet d'une enquête, parmi lesquelles 14 viennent du Maroc ou d'Algérie. Sur ces 19 suspects, 10 se déclarent être demandeurs d'asile. Quant aux 9 autres, ils séjourneraient illégalement en Allemagne. L'Allemagne, la plus grande nation européenne, a accueilli l'an dernier plus d'1 million de migrants.
Les révélations faisant état de la participation de certains d'entre eux aux récentes agressions ont provoqué ce week-end la réaction de manifestants qui leur sont opposés. La police a dû faire usage de canons à eau pour les disperser. Dans d'autres incidents, les autorités policières ont fait savoir que des bandes avaient attaqué et blessé au moins 11 étrangers venus du Pakistan, de Syrie et de Guinée. Des responsables fédéraux allemands ont condamné ce qu'ils qualifient d'opération de représailles. Le gouvernement allemand s'oppose à toute forme de violence perpétrée contre des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Nous poursuivons les discussions autour de possibles conséquences pénales et politiques à la suite des crimes constatés à Cologne lors de la Saint-Sylvestre. Cependant, aucun argument ne peut justifier de telles réactions. Mais un tiers des Allemands déclarent que leur opinion sur les étrangers s'est aggravée depuis ces attaques. Dans ce dernier sondage, on apprend aussi que plus de la moitié des citoyens craignent que l'arrivée de réfugiés augmente les risques de délit. Du côté politique, on constate une certaine violence, certains exigeant le départ de la chancelière Angela Merkel, première femme au pouvoir dans le pays et en poste depuis une dizaine d'années. Même si Angela Merkel s'est déclarée favorable à l'extradition des migrants coupables de crimes, elle ne s'est pas prononcée sur son refus de plafonner le nombre de migrants autorisés à entrer sur le sol germanique. La dirigeante insiste toujours sur le fait qu'il appartient à l'Europe de parvenir à une solution commune sur la crise des migrants. Nous poursuivons ce journal avec de l'économie chinoise. Le Bureau national chinois des statistiques a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait augmenté le mois dernier après une croissance atone en 2015. L'IPC était en hausse de 1,6% en décembre et de 1,4% en 2015. Les prix du porc et des légumes ont beaucoup contribué à ce chiffre. Le prix du porc a commencé à augmenter en avril, poussant l'IPC à la hausse en août. Les légumes ont souffert des tempêtes, du smog et des températures en août, novembre et décembre. Et regardant plus loin, les analystes disent que la demande est faible et qu'elle va faire baisser les prix. Le prix de l'huile est bas et stable et pourrait aussi faire baisser les prix. À ce moment, les prix sortis d'usine. Bien que nos prix aient pris 1 ou 2%, notre PIB a baissé durant les 3 premiers trimestres de 2015. Ceci veut dire qu'il faut prendre des variables en fonction de la pression déflationniste. Où ira l'économie chinoise en 2016? C'est la question que se posent tous les investisseurs. Plusieurs d'entre eux ont bon espoir que les choses vont se redresser, mais d'autres pensent que des défis vont compliquer les choses. Certains experts ont d'ailleurs profité d'une rencontre à New York pour discuter de la situation. Un groupe d'observateurs de la Chine discute de ce qui attend la deuxième plus grande économie du monde en 2016 dans un gratte-ciel de Manhattan. Les estimations de la croissance en Chine varient de façon significative selon les sources. Mais selon Justin Yifulin, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, la croissance en Chine va atteindre les cibles gouvernementales de 6,5% cette année. Il s'agit d'une baisse importante par rapport au niveau atteint il y a seulement de cela quelques années, mais M. Lin estime que cela ne devrait pas décourager les investisseurs. Même à 6,5%, la Chine contribue à environ 30% de la croissance mondiale et je pense que la Chine est un marché en expansion rapide. Je pense que les investisseurs seront alors heureux de profiter de son potentiel. Mais avec la dépréciation du yuan, la Chine fait face à une fuite de capitaux record. M. Lin estime que les taux d'intérêt aux États-Unis, qui devraient grimper cet été, pourraient contribuer à compliquer la situation. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis va certainement contribuer à favoriser la fuite de certains capitaux dans les pays en développement et cela va exercer une pression à la baisse sur le développement de ces pays. Les marchés boursiers chinois, qui ont été interrompus 2 fois en pleine séance lors de la première semaine d'activité, ont suscité une vague d'inquiétude dans le monde entier. Mais on ne s'attend pas à ce que cette situation ait un grand impact sur la Chine parce que les sommes investies sont relativement modestes en comparaison au reste de l'économie. Même si on peut sentir beaucoup d'instabilité dans les marchés, ils n'auront pas un grand impact sur l'économie si cette instabilité est contrôlée et que la situation ne s'étend pas au marché financier. Pour d'autres, le plus gros problème de la Chine, ce n'est pas tant les chiffres et les cibles de croissance, mais c'est plutôt un problème de qualité de vie. Le problème de la pollution touche tout le monde. Cela touche les dirigeants, cela touche les riches et les pauvres. Cela affecte aussi les travailleurs migrants. Personne ne peut se sauver de la pollution.
La Chine fait face à de nombreux défis en ce début d'année 2016. Mais la plupart des experts croient que l'économie devrait amorcer une transition qui devrait réduire la dépendance du pays aux exportations et miser davantage sur la consommation. Habituellement, c'est Hollywood qui distribue ses superproductions en Chine, mais avec le développement de l'industrie cinématographique chinoise, la Chine tend de plus en plus à produire des films en visant le marché américain. Le chiffre des recettes en Chine a atteint un nouveau record en 2015, avec un nombre de tickets vendus totalisant près de 7 milliards de dollars. Tout ceci sans inclure la sortie du dernier Star Wars, Le Réveil de la Force, qui est diffusé en Chine depuis samedi dernier. La Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus gros marché de films au monde aux alentours de 2017, stimulé par le rapide développement des salles de cinéma dans le pays. Une vingtaine de nouveaux écrans environ sortent en effet chaque jour. Il n'est donc pas étonnant de voir Hollywood aussi intéressé par la Chine. Lorsque la commission d'un studio décide de dépenser 200 millions de dollars pour faire un film, le fait qu'il soit diffusé ou non en Chine fait souvent la différence entre un échec et un succès. Sur la dizaine de conversations que j'ai eues avec des producteurs et des commerciaux lors de ces 2 dernières semaines, 6 d'entre eux m'ont demandé de leur apporter un projet pour la Chine. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un projet pour la Chine. Laurent Selick a produit des films à succès tels que Du sang et des larmes ou Everest. Sa stratégie pour la Chine est de construire des partenariats plutôt que de se jeter aveuglément à l'assaut du marché. Nous avons l'habitude de faire de grands films, de grosses productions et lorsque nous les envoyons en Chine, que les spectateurs disent oui, nous aimons cela. Mais cela ne fonctionne pas toujours de cette manière et je pense qu'il est important pour un producteur, un directeur ou quiconque intéressé par faire des films pour le marché chinois d'avoir un bon partenaire ou de bons conseils sur ce qu'il peut faire. Mais l'industrie cinématographique n'est pas seulement réservée à Hollywood. La Chine consacre également beaucoup d'efforts pour devenir un acteur important au niveau mondial. Le Vision Pictures mise ainsi beaucoup sur la réalisation de films pour le marché international. La Grande Muraille, dont la sortie est prévue fin 2016, dotée d'un budget de 150 millions de dollars, compte comme acteurs principaux Matt Damon et Andy Lau, avec le célèbre réalisateur Zhang Yimou aux manettes. À mon avis, au cours des 5 prochaines années, en raison du développement du marché chinois, vous verrez beaucoup plus de films chinois diffusés sur le marché nord-américain, car ce grand marché permet d'assurer vos arrières. L'intérêt de la Chine pour le secteur américain du divertissement se renforce encore avec l'imminente acquisition d'une part majoritaire d'un studio américain, Legendary Entertainment, par Dalian Wanda Group. Cet accord constituerait la deuxième acquisition majeure de la compagnie aux États-Unis. En 2012, Dalian Wanda avait acheté AMC, la deuxième chaîne de distribution de films aux États-Unis, pour un montant de plus de 2 milliards de dollars. Les véhicules électriques prennent le devant de la scène au Salon de l'Auto de Détroit où les constructeurs automobiles dévoilent leur dernière technologie. Mais les nouveaux véhicules électriques ont encore un long chemin à parcourir. Après une année de vente automobile record aux États-Unis, l'ambiance est à la célébration au Salon de l'Auto 2016 de Denver. La vente de 17,5 millions de véhicules en 2015 a été favorisée par un crédit américain facilité, par une meilleure croissance économique et par une chute importante du prix de l'essence. Mais la nouvelle génération de véhicules tente de voler la vedette aux véhicules énergivores. Cette année, l'avancée principale se fait sur les véhicules électriques hybrides. Présentée comme la voiture du futur par General Motors, la nouvelle Chevrolet Bolt affiche des caractéristiques impressionnantes. Avec une autonomie de plus de 320 km par chargement et un coût d'environ 30 000 dollars après subvention fédérale, la Bolt EV est véritablement le premier véhicule électrique qui parvient à concilier longue distance et prix abordable. Mais cela signifie que la manière américaine de penser doit changer de vitesse. Pour les consommateurs, les engins à combustion, le plein à la pompe, l'essence à prix bas, c'est du connu. Dans ce contexte, le changement peut être difficile et cela rend la vente d'une nouvelle technologie plus compliquée. Les constructeurs automobiles peuvent participer à éduquer un peu la société grâce à ces véhicules écologiques. Ils peuvent parler aux gens des bénéfices de ces véhicules qui économisent du carburant.
Mais sur la longue durée, le montant de la prime sur ces véhicules écologiques n'est pas aussi attractif pour les consommateurs dans un pays où l'essence est très bon marché. Dans le même temps, Volkswagen utilise le salon pour faire oublier le scandale des fraudes aux émissions polluantes. Nous savons que nous avons déçu nos clients, les autorités, les régulateurs et le public américain. Je suis réellement désolé de ce qui s'est produit et je voudrais à nouveau présenter nos excuses pour ce qui s'est passé chez Volkswagen. Ces erreurs pourraient coûter 48 milliards de dollars d'amende à l'entreprise allemande, et ce uniquement aux États-Unis. Volkswagen espère que ce salon aidera à tourner la page de ce chapitre difficile de son histoire. Il nous a donné Ziggy Stardust et Major Tom. Maintenant, c'est lui qui part rejoindre les étoiles. David Bowie est mort à l'âge de 69 ans. Retour sur une carrière exemplaire en 5 décennies. La mort de David Bowie a été annoncée d'abord sur les réseaux sociaux. Le communiqué disait « David Bowie est mort en paix, entouré de sa famille, après 18 mois d'une lutte courageuse contre le cancer. Beaucoup d'entre vous vont partager cette perte. Et nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille durant la période de deuil. » Le fils de David Bowie, le cinéaste Duncan Jones, a lui aussi confirmé la nouvelle. Je comprends, et c'est difficile que je n'ai plus 20 ans. Je ne connais personne à qui ça n'est pas arrivé. La plupart des gens vont jusqu'à 20 ans, et ensuite, ils ont toujours 20 ans. Ça ne m'est pas arrivé. Ça a duré, et ensuite, tout à coup, j'ai eu 56 ans. Alors je dois écrire dans cette perspective unique de quelqu'un qui n'a jamais cessé d'avoir 20 ans. Au cours de ses 50 ans de carrière, l'auteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur de rock, hard rock, pop, dance, punk, soul ou encore musique électronique, a sorti 25 albums. Son dernier, Black Star, vient de sortir pour son 69e anniversaire. Les fans attendaient une tournée, mais la star était restée très discrète, ne faisant que de rares apparitions dans sa résidence new-yorkaise. Et sa musique vivra éternellement. Rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.